Bon, bonjour Stéphane Créti. Bonjour. Alors, pour commencer, la question bateau, est-ce que tu peux te présenter, parler un peu de ta carrière jusque-là? Alors, Stéphane Créti, je dessine depuis, je suis dans le métier depuis une quinzaine d'années. Je dessine beaucoup pour le franco-belge, pas mal pour le comics depuis maintenant 5-6 ans. Dans le franco-belge, j'ai travaillé pas mal chez Delcourt, chez Soleil. Et pour le comics, c'est pas mal travaillé sur la franchise Star Wars avec John Ostrander ou Brian Wood. Tu vois, ça fait partie des trucs qu'on va couper. Brian Wood. Voilà. Et actuellement, je retravaille beaucoup pour le franco-belge. Le comics, pour l'instant, je le mets en stand-by parce que j'ai pas trop le temps. Mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec un auteur qui s'appelle Julien Huguenard Berthe, et on est en prévision un certain nombre de choses. Un certain nombre de choses. Tu peux pas être plus précis. Non, top secret. Ouais, maintenant c'est les secrets industriels maintenant. D'accord. Comment ça s'est fait les comics Star Wars? Très simplement par Julien Huguenard Berthe travaille déjà beaucoup pour le comics en tant qu'encreur. Il travaillait pour une justice chez DC. Chez Dark Horse pour Stéphane Roux, et le jour où ils ont eu besoin d'un artiste fill-in, Julien a pensé à moi, donc à ce moment-là j'ai été sollicité par Dark Horse pour faire un fill-in sur le run de John Ostrander, et puis après sur Brian Wood, ils ont fait appel à nous, et ainsi de suite. Une fois c'est un milieu qui est comme ça, qui est un petit village, une fois qu'on est rentré dans la boutique, on rebondit de projet en projet. Et donc ton premier projet, c'était le Agent of the Empire, avec la première mini-série. Avec John Ostrander sur un fill-in de Stéphane Roux qui avait un petit peu de retard, donc j'ai fait 2 ou 3 épisodes, je ne sais plus, 2 ou 3 épisodes sur le premier sur le premier arc d'agent. Et c'était pas dur d'arriver, de prendre la mini en cours? C'est le registre des artistes fill-in. Les artistes fill-in sont là pour, d'une certaine manière, pour laisser souffler les artistes réguliers qui sont soit en retard, soit qui ont besoin tout simplement de prendre un peu de congé. Donc oui, c'est un contexte où on est dans une logique de production rapide, avec des délais très courts, mais moi ça me convient parce que je vais assez vite, mon protocole de travail correspond pas mal à celui du comics. Donc non, c'était surtout extrêmement étrange de se retrouver du jour au lendemain avec John Ostrander en tant que scénariste. C'est un mec que je lis depuis longtemps, je suis assez vieux. Non, c'est que du plaisir. Alors maintenant, le contexte de travail est parfois un peu compliqué, mais que du plaisir. Ne serait-ce que de travailler avec Dark Horse, qui est une maison d'édition extrêmement sympathique. Ils te laissent beaucoup de liberté. Ils sont surtout très très gentils. Ouais. Très très gentils. Humainement, ce sont des gens qui sont très ouverts, très à l'écoute, très protecteurs de leurs artistes et très dans l'écoute. Ouais. Ouais, non, c'est vraiment une très très belle maison d'édition avec qui j'ai beaucoup d'accroches, beaucoup de liens, humainement. Et du côté de Lucas, tu as eu de l'encadrement pour la licence, pour les designs ou quelque chose? Quand on travaille sur une licence comme Star Wars, on sait qu'on rentre dans un univers qui a été ultra défini. Et donc systématiquement, ne serait-ce qu'au niveau des planches, toutes les planches sont validées par Lucas Art et Lucas Comics en l'occurrence. Enfin, on parle d'un protocole qui n'existe plus maintenant qu'avec le rachat de Disney, mais auparavant, Lucas avait une validation systématique de toutes les planches. Mais quand on rentre dans ce genre de licence, on le sait, on ne le découvre pas. Et donc, moi, mon protocole a toujours été de me dire, je rentre dans une licence que j'aime, ne serait-ce que par l'histoire, mais aussi par l'esthétique. Et donc, je dois me plier à cette esthétique-là. Parce que moi, je suis pas là pour renouveler, pour réinventer le fil à couper le beurre. Moi, c'est quasi comme si je faisais une bande dessinée historique. Si ce n'est que c'est
la science-fiction. Et j'avais Dark Horse m'a fourni tous les éléments de référence, ce qu'on appelle la bibliographie. Et donc je me suis fondu dans cette logique-là. Il y a toujours dans les coins des parts d'inventivité, mais moi ce qui m'intéressait, et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans Star Wars, c'est de me mettre dans la logique où je ne suis qu'une petite pièce dans une grande continuité d'historique de Star Wars, ne serait-ce qu'au niveau comics, je ne parle même pas au niveau des films, les comics Star Wars, il y en a depuis 30 ans, grosso modo, et moi c'est ce qui m'intéressait, c'est de prendre le relais et puis de refiler derrière, pas d'apporter ma patte particulièrement, mais vraiment d'être dans une continuité d'artistes qui ont collaboré à cette chose-là, et c'est ce qui m'intéressait. Et du coup, pour l'arc que tu as fait pour la série avec Brian Wood, les designs de la planète d'Arochar, qui est un monde qui a été créé pour cet arc, c'est toi qui as... C'est moi qui ai eu la latitude de créer, parce que là, en l'occurrence, c'est un monde qui n'avait pas été vu auparavant, donc ça donne une certaine latitude là-dessus, mais tout en essayant de rester dans ce qu'on appelle l'esprit de Star Wars, à savoir si ça a été optimal, c'est pas la question, mais c'est la logique, oui, c'est-à-dire qu'on peut apporter, et c'est parfois un peu tétanisant d'apporter sa part de créativité à un monde de Star Wars. Il se trouve que je suis suffisamment vieux pour avoir vu le premier Star Wars, enfin, ce qui restera pour moi le premier Star Wars, la guerre des étoiles. Le vrai premier Star Wars. Voilà, tous les vrais savent que c'est le premier Star Wars. Donc moi, ça fait partie de mon fond imaginaire. Mon imaginaire, donc c'est quelque chose qui m'a poursuivi pendant toute mon enfance. Et donc d'apporter une part de créativité, même parfois anecdotique, parce que j'ai créé un vaisseau pour cet arc-là, et ben ça fait tout bizarre. De se dire, voilà, j'apporte quelque chose à cet univers-là, même si sans savoir s'il va y avoir une pérennité à ce vaisseau-là, la question ne se pose même pas, mais c'est tout bizarre. Voilà, de se dire qu'on nous donne l'autorisation d'apporter une esthétique qui est la nôtre, un univers qui ne nous appartient pas à la base. Et niveau boulot, que ce soit travailler avec Ostrander ou avec Wood, c'est des méthodologies vraiment différentes ou Non, c'est quasi systématique, mais de toute manière, la rythmique de parution du comics fait que tout était optimisé aux États-Unis. On a une parution de grosso modo 22 pages par mois, donc ça ne laisse pas peu de temps aux dérivations poétiques. Donc on est tout de suite dans la logique de production et compagnie. Et avec Brian, non, ça s'est passé de manière très habituelle, classique, ultra classique. Le protocole de comics fait qu'on n'a pas énormément de relations avec les scénaristes. Moi j'en ai eu un peu avec Brian, parce que voilà, je suis assez fan du travail de Brian, nonobstant le travail sur Star Wars, mais sur beaucoup de choses. Et bon voilà, moi j'ai fait la démarche de contacter Brian parce que voilà, à la base je suis un fanboy. Avec John Ostrander, moi je suis pareil là, je suis d'un certain âge, donc c'est un mec que je lis depuis longtemps. Très longtemps, et donc c'était tout bizarre. On a l'impression de rencontrer le pape. Donc ça fait tout bizarre. Mais oui, non, mais physiquement on se rencontre assez peu. Moi je vais assez peu aux États-Unis. J'aime pas énormément les voyages, donc on a beaucoup de relations qui sont assez virtuelles par internet ou par téléphoniquement parlant. Mais c'est des gens, Brian, je l'ai jamais rencontré physiquement. J'ai eu l'occasion de le rencontrer il y a 1 mois et demi, et il se trouve qu'il a fallu que j'annule la dédicace, mais voilà, physiquement je n'ai jamais rencontré Brian, mais Brian je l'ai eu assez régulièrement en contact. Mais le protocole est d'un classicisme. C'est pareil pour l'un et l'autre. C'est pareil. Et dans les persos que tu as eu l'occasion de dessiner, c'est lequel qui t'a le plus plu, avec lequel tu t'es le plus régalé, et celui qui t'a le plus fait galérer sur les... Tous m'ont fait galérer. Tous m'ont fait galérer et tous m'ont plu à dessiner. À plus ou moins grande mesure, mais comme je disais tout à l'heure, ce sont des personnages classiques de l'univers classique, donc c'est un truc fascinant. On te donne des jouets, on te dit voilà, amuse-toi avec. Et c'est quelque chose qui est assez passionnant d'utiliser des icônes, qui participent des icônes de l'imaginaire de beaucoup de gens. Moi j'aime beaucoup dessiner Chewie. On
peux le considérer comme un personnage. Le Falcon Millennium, le Millennium Falcon, c'est tout bizarre de le dessiner. Dark Vador, c'est évident. Voilà, le jour où on dessine Dark Vador, il y a quelque chose qui se passe. On sait qu'on dessine autre chose que ce qu'on dessine. Voilà, il y a un tel imaginaire autour de ce personnage-là. C'est tout bizarre d'un jour de se dire voilà, moi je vais le dessiner, et si je vais le dessiner pas pour moi, mais ça va être pour une édition, on raconte l'histoire de Dark Vador aussi. Donc non, mais là je vais dire un classicisme absolu, c'est un personnage iconique. Quand tu te les coltines, c'est bizarre, c'est étrange. Et on te dit, moi, il y a un moment, il y a une couille dans le piano. C'est bizarre qu'il me laisse l'autorisation de pouvoir dessiner cela. Donc oui, mais comme les gens qui peuvent dessiner Spider-Man, qui ont lu ça quand ils étaient mômes, le jour où on te dit, professionnellement parlant, on te dit, écoute, voilà, tu dessines, tu dessines autre chose qu'un personnage imaginaire. Ouais, tu dessines une partie de ton enfance, tu dessines une partie de ta vie, de ton histoire, de ce qui a fait ce que tu es actuellement, et donc c'est vrai que c'est bizarre. Du coup, je suppose qu'en bon fanboy de Star Wars, tu as suivi le rachat par Marvel et le retour des comics. En dehors de même du côté fanboys, en tant que professionnellement parlant, comme moi, jusqu'à présent, c'était géré par Dark Horse, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai beaucoup d'attaches par rapport à Dark Horse. Donc oui, nous, on l'a vécu en direct, le rachat par Disney. De manière un peu décalée, on le vit par rapport au contexte purement français, parce que moi je suis historiquement un auteur Delcourt, et comme historiquement Delcourt a été l'adaptateur des Star Wars en version française, oui, je l'ai vécu en direct. J'ai vu les coulisses et tout ça, j'ai vu comment ça se passait avant l'annonce officielle et tout ça, et oui, on a vécu ça. Et tu en penses quoi, disons, enfin bon, je suppose que personnellement tu es déçu que ce soit plus par Dark Horse, mais... Je vais avoir deux postures. Égoïstement, j'en suis très déçu. Pas par rapport à moi, mais par rapport aux gens de Dark Horse qui ont fait un travail monstrueux depuis 20 ans, qui ont tenu d'une certaine manière cette franchise à bout de bras. À un moment où Marvel l'a abandonné joyeusement, et Dark Horse l'a repris de manière sérieuse, sans faire une franchise commerciale, mais a voulu vraiment étendre l'univers. Ils l'ont travaillé très sérieusement, et je suis très déçu pour Dark Horse, qui se sont retrouvés gros gens comme devant du jour au lendemain par la vente de Lucas à sa franchise à Disney. Des gens comme Randy Stradley, Freddie Lin et tout ça, qui ont travaillé vraiment cette franchise-là de manière ultra sérieuse, avec beaucoup de respect, et qui du jour au lendemain se retrouvent dépourvus pour des décisions qui les dépassent largement, parce qu'on a affaire à des affaires de commerce avec des chiffres monstrueux. Donc je suis très déçu par rapport aux gens de Dark Horse, qui selon moi ne méritaient pas ça. Maintenant, plus globalement, je trouve qu'une franchise qui a maintenant 78, 79 77, l'épisode 4, 77. 77, donc quasi 37 ans, qu'elles connaissent une nouvelle jeunesse. Alors, on va voir ce que ça va donner au niveau des films. Donc, moi, je n'ai pas de pressenti par rapport à ça. Même si c'est J.J. Abrams. J.J. Abrams, ouais. J.J. Abrams, ce qu'il a pu faire sur Star Trek ne m'a pas rassuré, mais bon, ça c'est un avis personnel. On attend de voir. Mais c'est bien qu'une franchise, d'une certaine manière, un imaginaire continue à vivre, et que soit prégnant dans l'imaginaire actuel. Je trouve ça très très sympathique. Maintenant, voilà, je dis prime abord, moi en tant que professionnel, je le regrette. Je n'ai pas beaucoup d'atomes crochus avec Marvel, et donc du coup, moi d'une certaine manière, la franchise Star Wars, je l'abandonne. Tu vas pas spécialement chercher à essayer d'établir le contact avec Marvel? Non. Parce que moi, ce que je m'étais demandé d'un point de vue de lecteur, c'était est-ce qu'ils allaient essayer d'utiliser leur pool d'artistes à eux, ou est-ce qu'ils allaient, dans un second temps, essayer de faire venir le pool d'artistes, parce qu'il y avait un pool Star Wars finalement. Le premier flou, ce qu'on appelle le premier flou, ça va être avec les artistes de Marvel,
Marvel. Le deuxième flux, ça sera plus ouvert. Moi, pour moi, comme je disais tout à l'heure, moi je suis dans le franco-belge, j'ai le cul entre deux chaises. Franco-belge et Marvel. Et comics. Et moi, pour moi, le comics, c'est quelque chose où il n'y a que du bonheur. Voilà. Moi, je suis dans le ludique et le plaisir pur. Et Marvel, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent actuellement chez Marvel. Je ne suis pas le plus fan de leur gestion humaine. Voilà, grosso modo. On va résumer ça comme ça. Mais donc moi, j'ai pas trop. J'aime bien. J'ai vraiment beaucoup d'atomes crochus avec Dark Horse. C'est des gens qui ont beaucoup d'écoute par rapport à leurs artistes, et je trouve ça extrêmement sympathique, et c'est pas si répandu que ça, donc j'ai pas envie de les lâcher. Donc du coup tu serais plutôt à essayer de monter un projet éventuellement avec Dark Horse? Ouais, moi je serais plus dans cette posture-là, on en discute, mais il n'y a rien de posé, parce que tout simplement mes plannings sont bouclés jusque pendant 2 ans, 3 ans grosso modo. Mais oui, moi ma prime réaction, ça aurait été de rester fidèle à Dark Horse. Et dans l'absolu, si tu pouvais monter ton projet de rêve, tu choisis tous ceux avec qui tu veux travailler. Mon Dieu, mais t'as combien d'heures là devant toi? Parce que des projets de rêve, non, moi ce que il y a plein de scénaristes qui me font rêver. Alors est-ce que c'est réciproque? Ça c'est pas évident, mais il y a plein de scénaristes qui me font rêver dans le contexte comics, hein, c'est évident. Hein. Il y a énormément de gens qui me font rêver, des Mark Waid, des Brian, hein, et il y a plein de gens avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Maintenant c'est plus des rencontres, c'est plus des volontés, c'est des problèmes de planning. Moi, j'ai des gros problèmes de planning, et parce qu'il faut que j'essaye toujours de ménager la chèvre franco-belge et le chou comics. Donc c'est plus des problèmes de planning qu'autre chose. Mais oui, il y a énormément de gens qui me donnent envie de me mettre à la table à dessiner. Ça, c'est énorme. 5 noms? Allez. 5 noms, mon pauvre. Ou 10 si tu veux. Mark Waid, Brian Wood, Jeff Lemire, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire encore? J'aimerais énormément retravailler avec John Ostrander. J'ai beaucoup travaillé avec John Ostrander. Qu'est-ce qu'il y a dans la nouvelle génération? Allez, on va prendre la nouvelle génération. Des Tom Taylor. J'aime beaucoup ce que fait Tom Taylor. Comme ça. Je l'ai déjà dit, Mark Waid. Oui, j'ai déjà dit Mark Waid. La vache. Là d'un coup. Là, c'est piège. Non mais sérieusement, celui qui me ferait le plus triper actuellement, c'est Jeff Lemire. Pour l'instant, de tout ce que j'ai lu, et même dans l'ultra mainstream type Green Arrow, c'est le mec qui a une écriture qui actuellement me séduit totalement. Même quand il prend des franchises qui sont tellement massives, telles que Green Arrow, qui me fascine. Il a une façon de lire. Là, je viens de lire récemment, donc je suis encore un peu dans le flux. Trillium, je trouve ça d'une intelligence absolue. Sur un truc qui me semble un peu concon à la base, et il a une écriture qui est très humaine. Et se mettre au service d'un tel imaginaire, d'une telle écriture, ça c'est un truc pour moi qui me ferait faire des bons, c'est sûr. Alors, maintenant les autres. Non, Mark Waid, c'est ma gueule. Je vais pas le vieillir plus qu'il ne l'est, mais Mark Waid, ouais, c'est je lis depuis longtemps, hein, énormément longtemps. Mais je lis énormément de comics, donc des envies, j'en ai à chaque fois que j'ouvre un comics. Ouais. Je me dis, ah ouais, c'est le problème quand on est dessinateur, c'est que quand on lit un comics, on se dit comment je l'aurais moi abordé en tant que dessinateur. C'est systématique. Enfin moi personnellement c'est systématique. Et du coup là on va poser la dernière question. Ton prochain projet, c'est la prochaine fois qu'on te verra, que ce soit en franco-belge ou en comique. En comique tu m'as dit que c'était... Je n'ai pas le droit parce que j'ai signé une clause de confidentialité. Maintenant dans la bande dessinée il y a des clauses de confidentialité parce que les gens se prennent un peu le chou. Ils ont l'impression de travailler
dans l'énergie nucléaire. Donc ouais, j'ai des projets, j'en ai beaucoup. Celui lequel je travaille sur actuellement, je peux pas en parler. Beaucoup de choses actuellement là, l'année qui vient, ce sera beaucoup de franco-belge. Je me donne donc toute l'attitude a posteriori. J'ai encore rien signé parce que tout simplement je peux pas savoir quand je vais l'aborder. J'ai pas mal de sollicitations. Pour le comics, je vais y revenir assez vite. D'ici un an et demi, je serai en train de travailler sur des choses, sur une franchise. Pour l'instant, je peux pas. Tu peux pas en parler. Non. Bah, tu liras le Hawkeye de Jeff Lemire en attendant. Ouais. Il fait Mad Fraction. C'est Jeff Lemire. Jeff Lemire le reprend. Exact. Jeff Lemire, le mec des flèches. Mad Fraction. Ouais. Mad Fraction. Quel bonheur, Mad Fraction. Quel bonheur, Mad Fraction. C'est-à-dire que Mad Fraction, il a eu une sorte de césure avec Hawkeye. Mad Fraction sur Fear Itself, c'était assez à chier. Mais le pauvre est tombé dans un pool avec un truc un peu plus. Mad Fraction, ouais, c'est un mec qu'on sent tout de suite qu'il a. Dès qu'on lui laisse un petit peu de latitude, c'est un mec qui se déploie tel un aigle. Et là, tu te dis, voilà, le mec, il est beau. Ouais, mais oui, voilà. Mad Fraction, si tu entends cette interview. Eh ben, merci beaucoup. Pas de rien.